Hello mes petits pecan pie à la palourde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un type de vidéo qui se faisait aussi rare que le T-Rex à plumes. On pensait qu'elles avaient disparu, on pensait qu'on ne les reverrait plus jamais, et pourtant voilà le troisième book haul de l'année 2021. Il est replet, diversifié et bourré de nouvelles sorties, donc je vous propose qu'on s'y colle tout de suite, on fait ça vite et bien, et ça va être super. Vous connaissez la chanson, pas d'ordre, pas de thématique, on y va comme ça vient et j'attrape le premier qui me tombe sous la main et il s'agit des âmes inconscientes, le nouveau roman signé par Rod Marty et publié aux éditions Scrinéo. Je sais volontairement peu de choses sur ce roman tricoté avec soin par l'un de mes auteurs chouchous. Par contre, ce que je peux vous en dire risque de vous donner envie dans la mesure où on va suivre une narration croisée, avec d'un côté des morceaux de récits qui se passent à Washington de nos jours. Après un terrible attentat qui a frappé une boîte de nuit, 5 personnes semblent être frappées de troubles post-traumatiques extrêmement bizarres qui pourraient dépasser le simple cas clinique. Et de l'autre, on va s'intéresser à l'Amérique des colons avec une sombre histoire de sorcellerie qui commencerait à venir gangréner cette communauté puritaine et très pieuse. Et je pense que ces deux fils qui a priori n'ont pas grand chose en commun vont finir par se rassembler et par créer une belote qui va nous exploser en pleine poire comme c'est si bien le fait Rod Marty. Et sincèrement, il me tarde d'y être. On change radicalement d'ambiance avec le prochain titre, même si en tirant un petit peu, on peut réussir à dégager un fil conducteur aussi ténu soit-il. Je vous présente Une pincée de magie. C'est écrit par Michelle Harrison et publié aux éditions du Seuil. Comme le crie de façon plus ou moins subtile sa couverture, je pense que vous conviendrez autant que moi que cette lecture aurait été parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque dans cette histoire, on va suivre 3 sœurs originaires de la petite île de Crowstone, qui est un petit peu leur seul horizon. Elles n'ont jamais quitté ces rivages, elles n'ont jamais quitté ce domaine, elles ne connaissent que ça, sauf que la petite dernière, Betty, en a marre et c'est décidé. Le soir d'Halloween, elle décide de tout plaquer et de se barrer, sauf qu'elle n'était pas tout à fait au courant que si toute sa famille reste sur cette île, c'est pour une très bonne raison, à savoir qu'une malédiction semble les y enchaîner et vouloir s'y soustraire serait synonyme de terribles ennuis que les 3 sœurs risquent bien d'expérimenter pour notre plus grand plaisir. Si vous voulez, on peut ouvrir les paris quant à la durée de vie de ce roman dans ma bibliothèque parce qu'à mon avis, il va pas faire long feu, il me donne trop envie. Cela dit, on va quitter les rives rougeoyantes de l'automne avec la magie et la sorcellerie pour arriver tranquillement sur le rivage des lectures de comédie romantique hivernale avec le nouveau roman signé par Giorgia Caldera qui est Embrasse l'hiver et danse avec lui, publié aux éditions J'ai lu. Dans Embrasse l'hiver et danse avec lui, Giorgia Caldera nous a imaginé une petite histoire qui a priori ne casse pas trop pattes à un canard, mais je pense qu'il y a moyen quand même de trouver ça assez savoureux avec une bonne tasse de chocolat chaud, puisque dans cette histoire on va suivre Romy qui s'est fait plaquer. Et elle n'est pas tout à fait contente après son ex Julien, à tel point qu'elle décide de lui rendre la monnaie de sa pièce puisqu'elle a conservé la clé de son appartement. Et pendant que Julien est au travail, pendant que Julien est en vacances, dès qu'elle a l'info qu'il n'est pas chez lui et qu'elle a un moment de dispo, elle y va et elle lui fait toutes les pires crasses du monde. Elle a décidé de lui pourrir la vie pour se venger. Est-ce que Romy n'avait pas tout à fait compris, anticipé? C'est que Julien n'habite plus du tout dans cet appartement et que toutes ces frasques incommodent non pas son ex, mais le pauvre nouveau locataire qui se trouve ici. Ce résumé est réjouissant et il me tarde de voir ce que ça va donner. Oserais-je passer d'une comédie romantique de Noël un peu cucu à un essai féministe? Oui, absolument, et sans rougir s'il vous plaît. Sans transition aucune, j'enchaîne donc avec Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, signé par Titiou Lecoq et publié aux éditions de l'Iconoclaste. Et avant même de vous présenter ce livre, si vous ne connaissez pas cette femme, Titiou Lecoq devrait être votre prochaine passion, votre prochain sujet d'investigation, tant elle est passionnante, cultivée et accessible. C'est notamment elle qui s'est lancée dans le projet fou d'écrire sur les féminicides pendant toute une année en couvrant chaque histoire sordide pour essayer de sortir de cet imaginaire collectif du crime passionnel de pauvres hommes quittés au cœur brisé qui plutôt que de faire un road trip ou de changer de coupe de cheveux décident de zigouiller purement et simplement leur ancienne compagne. Et elle a fait 1001 autres choses toutes plus passionnantes et engagées les unes que les autres, donc je vous invite à vous pencher sur sa biographie. C'est une femme qui est très accessible, il y a plein de podcasts, d'émissions dans lesquelles vous pouvez l'écouter, donc vraiment ne vous privez pas de ce plaisir. Et donc Les Grandes Oubliées, c'est son dernier né et l'autrice s'est intéressée à notre histoire du point de vue des femmes
qui ont été gentiment évacués de toutes les périodes charnières de notre évolution. C'est passionnant, on passe de la femme préhistorique en passant par la femme résistante et on fait des arrêts à la Renaissance et de nos jours elle dresse des parallèles, elle livre des anecdotes tout en nous laissant quand même en filigrane son vécu, son expérience, comment est-ce qu'elle s'est rendue compte à quel point elle pensait être calée en histoire et avoir tout entendu et fait le tour de toutes les questions. Et en faisant quelques recherches, s'est rendu compte que c'était loin d'être le cas. Et je pense que vous pourrez réécouter très bientôt l'enregistrement absolument captivant de son intervention dans le cycle Girls Power qui est organisé par la librairie du Comptoir des mots. J'y étais. C'était vraiment très intéressant. Bien entendu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et surtout, jetez-vous sur ce bouquin, cette femme est si douée, c'est fou, c'est juste indécent. Et après l'histoire avec un grand H, on passe à la petite, mais on reste sur le fuseau horaire des femmes passionnantes avec Les Strates, le récit autobiographique signé, dessiné par Pénélope Bagieux et publié aux éditions Gallimard. Pénélope Bagieux, je vous fais pas l'affront de vous la présenter, sincèrement. Tout ce que vous avez besoin de savoir si jamais vous étiez passé à côté de l'info, et je ne sais pas comment vous avez fait parce que on l'a vu partout déjà sur Instagram alors qu'il est sorti le 10 novembre. C'est son récit autobiographique, Les Strates, ça passe de son enfance jusqu'à son adolescence et sa vie d'adulte, et ça retrace rapidement les événements fondateurs qui ont fait de Pénélope, j'en sais pas plus et il ne me faut pas davantage d'informations pour craquer. Bon, l'heure est grave les amis puisqu'en début de vidéo j'ai stipulé que ce book haul serait intégralement constitué de nouveautés et j'ai menti puisqu'il y a un livre qui était dans ma wishlist depuis des lustres, qu'on m'a recommandé à tour de bras. J'ai enfin craqué, je l'ai trouvé d'occasion, je vous le montre tout de suite. Et le petit filou qui me fait passer pour une pipoteuse professionnelle c'est Page et compagnie, un roman jeunesse écrit par Anna James et publié aux éditions Fleurus. Dans cette histoire, on va suivre Matilda Page, alias Tildy, qui vit dans l'endroit le plus féerique du monde, à savoir la librairie tenue par ses grands-parents maternels. Elle y a été élevée avec amour depuis toutes ces années, depuis le départ et la disparition de sa mère qui semble être un sujet tabou qu'on n'évoque jamais, même à demi-mot, rien. Pas un murmure d'informations à ce sujet, Tildy est un petit peu dans le noir et c'est pas la seule ombre au tableau puisque ses grands-parents reçoivent d'étranges invités régulièrement. Et tout ça va commencer peut-être à faire sens le jour où Alice au Pays des Merveilles, en personne, va venir inviter Tilda à boire le thé et que la jeune fille va pouvoir rentrer dans le livre en question. Et là, début des pouvoirs, début des voyages à travers les livres, et l'une d'entre vous m'a dit que je devais absolument lire ce roman parce qu'il y avait une référence à Anne de Green Gables. Donc c'était l'argument choc clé qu'il me fallait pour enfin mettre ce livre dans mon panier. Je l'ai trouvé d'occasion en plus, donc je n'ai aucune excuse pour ne pas savourer ce récit qui me fait furieusement envie. Bon, et puisqu'on parle de récits qui me font furieusement envie, à quel point est-ce que vous pensiez sincèrement que je n'allais pas craquer le jour de la sortie de Un palais de flammes d'argent, écrit par Sarah J. Maas et publié chez La Martinière Jeunesse? Je sais pas, mais moi je savais d'avance que c'était cuit pour mon porte-monnaie. Oui, je le dis solennellement devant vous aujourd'hui, j'adore cette série, en dépit de toutes les nullités scénaristiques qu'on peut relever avec la plus grande clairvoyance, et malgré les tempêtes médiatiques très houleuses dans laquelle elle s'est retrouvée ces dernières années. J'aime cet univers, j'aime ces personnages, j'aime cette ambiance, j'aime cette histoire, j'y peux rien, et je suis ravie d'avoir enfin entre les mains la traduction du tome 4 dans laquelle on va suivre des personnages qu'on connaît bien mais qui ne sont pas le trio de tête des 3 premiers et demi. Un peu nébuleux dit comme ça, mais je vais pas rentrer dans le détail puisque c'est un 4e tome, mais en gros si vous n'avez jamais lu Un palais d'épines et de roses, dans cette histoire qui est une réécriture du conte de la Belle et la Bête, on va suivre Fer, une jeune fille qui vit avec ses 2 sœurs et son père, tous sont très pauvres et la jeune fille est la seule à même de chasser pour essayer de faire subsister tant bien que mal la famille, et au cours d'une de ses parties de chasse, elle va abattre un gigantesque loup qui s'avère être en réalité un faé. Et l'un des potes du défunt n'est pas trop content, il va se pointer dans la masure et dire « Toi femme en pénitence, venir avec moi dans mon super château, tu ne reverras jamais les tiens, ciao bye !» J'ai bien conscience que c'est pas le meilleur pitch du monde parce que vous vous dites « Ok, ça va être cringe !» Et il y a plein de choses qui fonctionnent pas, et oui, pour moi, La Belle et la Bête, c'est la pire histoire du syndrome de Stockholm romancée à outrance par Disney, mais que voulez-vous, j'ai été happée par cette ambiance, par cet univers, par ces personnages, par ces intrigues, et bien sûr que je vais lire le tome 4.
Autre suite, bien moins controversée celle-ci, il s'agit du troisième et dernier tome de la série Cassidy Blake qui s'appelle Le Pont des âmes. C'est écrit par Victoria Schwab et publié aux éditions Lumen. Et si jamais vous vous posiez la question, oui, c'est ma lecture en cours et oui, je prends mon pied. Cassidy Blake, l'une de mes séries jeunesse chouchou et un rendez-vous immanquable pendant la période d'Halloween. J'ai d'ailleurs eu peur que cette année on n'y ait pas droit parce que Lumen a communiqué assez tardivement sur la sortie de ce troisième tome. Mais ça valait le coup d'attendre parce que bon sang que je me régale. Et si jamais vous ne vous êtes pas lancé dans l'aventure, Cassidy Blake en quelques mots, c'est l'histoire de Cassidy, une petite fille dont les parents sont des investigateurs du surnaturel. Ils se produisent dans une émission qui va les mener aux quatre coins du monde, dans les villes les plus hantées. Le premier tome se passe à Édimbourg, le deuxième tome se passe à Paris et le troisième tome se passe à la Nouvelle-Orléans. Et pendant leur émission, ils vont du coup déambuler dans les villes, dans les spots les plus macabres et les plus lugubres pour dévoiler tous les petits secrets de l'architecture et de l'histoire de ces endroits. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que si eux sont des spécialistes du surnaturel théorique, puisqu'ils n'ont jamais vu l'ombre d'un seul fantôme, leur fille Cassidy, elle, est tout à fait capable de les voir et même plus, elle est à même de traverser le voile qui sépare notre monde du monde des morts, et cette capacité très particulière elle l'a acquise au cours d'un épisode tragique de son existence puisqu'elle a failli mourir noyée et qu'elle a été sauvée in extremis par Jacob qui est un fantôme et qui est accessoirement son meilleur ami depuis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça donne déjà pas hyper envie de craquer? C'est trop bien! Et si je rajoute une petite couche en vous disant qu'elle va se faire des ennemis dans le monde des morts et qu'elle va voyager dans les catacombes et dans les vieux cimetières et que c'est beaucoup trop bien et que là, même si on est en plein à la Nouvelle-Orléans et qu'il fait 35 degrés avec une chaleur moite, c'est parfait pour la période. C'est parfaitement bien dosé entre le côté douillet d'une lecture d'automne et le côté ça me fout un peu la chair de poule, il y a des choses horribles et sordides qui se passent. Et paf, ça fait des chocs à pic parce que c'est trop bien. Alors lisez Cassidy Blake, bon sang de bois, merci. Et après ce débordement d'enthousiasme sorti de derrière les fagots, je vous propose qu'on retombe un petit peu en température et qu'on retourne tranquillement vers les rives de la non-fiction avec un sujet pas très drôle. En plus de ça, il s'agit de Mal de mer, 10 femmes racontent le regret d'être mère. C'est écrit par Stéphanie Thomas et publié aux éditions JC Lattès. Là, je pense que les mots sont un petit peu inutiles, tout est dit dans le titre et le sous-titre. Stéphanie Thomas a recueilli le témoignage de 10 femmes qui regrettent leur maternité. Je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas à quel point c'est sans langue de bois, je ne sais pas comment c'est contextualisé, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais le sujet m'intéresse grandement, donc j'espère pouvoir retirer quelque chose de nouveau et surtout d'authentique et d'honnête, loin de ce silence et de ce tabou institutionnalisé depuis des lustres autour de ce sujet, donc affaire à suivre. Oui, bon bah ça va, j'ai compris, j'ai un peu plombé l'ambiance avec ce titre, mais je vous propose qu'on reste tout de même dans la non-fiction, mais on va partir en voyage, et on va partir en voyage loin, puisque je vous propose de vous expédier directement en Indonésie, et plus particulièrement dans le Bali de Def, qui est donc un artiste illustrateur, servi par les textes Laura Roncallo et publié aux éditions Akinome. Comme l'indique très clairement le livre, je pense qu'on n'a pas besoin d'être devin pour le comprendre, ce beau livre est un savant mélange entre un carnet de voyage et un documentaire autour de Bali, autour de son urbanisation, autour de l'expérience qu'a eu Def là-bas avec deux de ses amis. Et on va explorer toutes les faces de cette ville et de ses environs, autant dans le côté clinquant avec les paillettes, le dépaysement, et les côtés plus sombres de la ville et du pays. Et il me tarde sincèrement de le lire, il est magnifique, les illustrations sont assez folles, et j'ai très hâte d'en apprendre davantage sur cette partie du monde qui, je l'avoue, m'intrigue énormément, mais que je ne connais finalement pas du tout. Et puisqu'on parle de dépaysement, c'est la transition idéale tout en douceur pour que je vous présente un album jeunesse que j'ai reçu de la part des éditions Grasset, qui n'est nul autre que Et toi, qu'est-ce que tu manges, qui est un projet très chouette qui m'a tout de suite tapé dans l'œil puisque sur chaque double page vous allez avoir une recette d'un pays différent qui va vous expliquer à la fois comment réaliser un plat traditionnel d'un pays mais qui va vous donner quelques pistes, quelques clés sur les coutumes, sur l'histoire de ce plat, sur les traditions du pays, sur la façon de vivre, de manger, et je trouve que c'est une très jolie façon de faire un tour du monde culinaire en famille.
et ça aurait été dommage de pas vous le présenter puisque à titre tout à fait personnel j'ai hâte de me lancer dans de nombreuses recettes qui sont présentées là-dedans et peut-être que si vous avez des petits bouts autour de vous, ça peut être une chouette idée de cadeau de Noël ou en tout cas d'outils pour passer des moments sympas en famille. Attendez 2 secondes là parce qu'on est en train de parler de projet éditorial atypique et de moments en famille de qualité. Je pense que c'est l'instant idéal pour sortir la carte du Renne Mystérieux qui est un roman de l'Avent écrit par Natacha Godot et publié aux éditions Ozu. Dans cette histoire qui ne peut pas sonner plus Noël, c'est impossible. Vous pourrez tenter, ça ne fonctionnera pas. On va suivre Elliot qui est un petit garçon dont les parents sont éleveurs de rennes. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous plonger dans l'ambiance Papa Noël et neige et froid et bref. Ça me tente trop. Et en gros, Elliot va voir débarquer sa cousine Flore, il est hyper content, ils vont profiter du grand air, ils vont s'occuper du troupeau. Et là, ils vont se rendre compte que d'étranges phénomènes sont en train de se passer dans la ferme et que pour ne rien arranger, un renne a un comportement un peu étrange, que son pelage commence un peu à briller, on comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Et pour le découvrir, on va devoir détacher chaque jour un feuillet qui est soudé et quand on va le détacher, on va avoir 4 ou 5 pages qui vont s'ouvrir et qui vont nous permettre de découvrir un chapitre par jour de cette histoire. Donc c'est vraiment un roman de l'Avent à découvrir au fur et à mesure, à ouvrir tout seul ou en famille, à lire ensemble au coin du feu. Je trouve ce projet atypique, réjouissant, vraiment chouette. L'objet livre est magnifique en plus de ça, donc ce sera un bon moment à s'offrir ou à offrir ou bref, je suis hypée et même si j'ai un peu passé l'âge des calendriers de l'Avent, vous pouvez être sûr que je vais l'ouvrir religieusement une fois par jour en décembre. J'ai hâte, j'ai trop hâte. Avant de vous présenter les 3 derniers romans de ce book haul, petite pause manga, et encore une fois j'en ai 3, à croire que cette vidéo fonctionne par triptyque. Je vais passer dessus assez rapidement parce qu'il n'y a pas de titre très révolutionnaire ou qui se démarque dans cette sélection là. C'est 3 petites histoires qui me tentaient mais à mon avis qui vont pas révolutionner l'univers du manga et de l'illustré. Le premier c'est Cher, écrit par Yu Mitsuha et publié aux éditions Akata. Et je vous préviens, c'est un peu chelou puisque dans cette histoire on va suivre Haru, 16 ans, qui n'attend strictement plus rien de la vie. Elle est au bout du rouleau et un jour, tandis qu'elle bosse dans le café dans lequel elle travaille régulièrement, elle va tomber sur Ryo qui est un jeune homme qui lui explique qu'il vit en colocation dans une maison partagée avec 3 autres personnes et le concept va intriguer la jeune fille qui va tout bonnement s'incruster chez eux et plus particulièrement dans la chambre de Ryo. Ça ne se fait absolument pas de s'incruster chez les gens, espèce de malpoli. Le jeune homme accepte quand même de la prendre sous son aile et de l'héberger parce que il sent bien qu'elle est désespérée, qu'elle est seule et que vraiment ça ne va pas, tout en la prévenant que entre eux il se passera jamais rien, qu'il faut pas qu'elle se fasse de film parce que ça lui ferait plus de mal qu'autre chose. Et j'en sais pas davantage, mais allez savoir pourquoi. Ça a l'air spécial, mais ça m'a intriguée. Beaucoup plus classique et convenu, à mon avis il y aura 0 surprise et on va tomber sur le triangle amoureux par excellence, mais c'est pas grave, c'est un trope que j'aime bien dans certains mangas. Je vous présente Tense, à couper le souffle, le premier tome qui est écrit par Yuko Inari. C'est publié aux éditions Kana et on va suivre 2 amis d'enfance. L'un est asthmatique et va manquer les cours et pendant l'une de ses crises, il va être sauvé par un nouveau et en fait, il va tomber amoureux, sauf que son amie d'enfance, elle aussi, va finir par tomber amoureuse du dit nouveau. Et ça va être une dynamique comme ça entre les 3. Je sais pas du tout vers quoi ça va aller, mais j'aime les shoujo de chez Kana, donc j'espère ne pas être déçue, on verra bien. Et sinon, rien à voir avec la choucroute, encore que la choucroute c'est de la cuisine, donc il y a quand même un lien. Il s'agit de la cuisine des sorciers, le premier tome, qui est donc tiré de l'œuvre originale de Kamome Shirahama, à qui on doit l'atelier des sorciers bien évidemment, mais c'est pas elle qui est au dessin, puisque c'est Hiromi Sato. C'est toujours publié aux éditions Pika. Ne vous inquiétez pas, le chara-design est hyper respecté. Les personnages ont la même tête et c'est pas du tout un dessin de seconde zone, un peu comme les suites Disney qui sortaient directement en cassette, c'est-à-dire que vous avez le Pocahontas 1 qui est juste magnifique, les personnages sont beaux, les dessins, les décors, l'animation, puis vous avez Pocahontas Un monde nouveau avec John Rolfe. Bref, je vais pas aller plus loin dans cette métaphore mais vous aurez compris, là on est quand même dans un spin-off de qualité autour des personnages de Kiefre et de Olugyo, je sais pas comment ça se prononce, mais des personnages qu'on aime bien suivre dans l'atelier des sorciers. Et ça va juste parler de bouffe, de préparation et de conversation nocturne.
Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, moi je suis impatiente. Après cet interlude manga, on va rester dans l'hybridation entre illustration et texte avec Fup, l'oiseau canadèche, qui est écrit et illustré par Jim Dodge et Tom Ogomas. C'est publié aux éditions Tichina et je serais tout bonnement incapable de vous faire un résumé de ce livre qui me hante pourtant depuis des semaines, depuis sa sortie. Je guette une version d'occasion qui ne vient pas parce que quand même l'objet coûte la modique somme de 27 €. Donc c'est un investissement, on l'achète pas sur un claquement de doigts comme ça de façon impulsive, mais il m'appelait, il me tentait, je l'ai pas trouvé d'occasion nulle part, donc c'est peut-être aussi bon signe quelque part. Et plutôt que de vous raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec le résumé, je vais vous lire celui qui a été concocté par les éditeurs et ça fera très bien l'affaire. Voici un roman rare de ceux que l'on se passe entre amis pour partager un pur moment de bonheur littéraire. Fup, l'oiseau canadèche est une pépite brute, un conte tendre et farfelu autour d'un improbable trio. Le jeune Titou, à qui rien ne fait plus plaisir que de façonner les plus belles clôtures au milieu des grands espaces de l'Ouest américain, son vieux pépé Jake, qui distille un whisky censé le rendre immortel, et le canard qu'ils adoptent et nomment Fup, oiseau boulimique et plein d'entrain. Une pépite brute que Tom Ogomat a minutieusement polie, page après page. Remarqué pour son style minimaliste et délicat, il réinterprète ici en images le texte intégral de Jim Dodge. Et pour la première fois, il travaille en peinture, élaborant une rythmique millimétrée entre pleines pages, séquences et vignettes. Il se réapproprie ainsi des thématiques qui lui sont chères, comme la filiation et les non-dits, le règne calme de la nature, la beauté des petites choses du quotidien. Je n'ai strictement rien à rajouter à ce résumé, si ce n'est que ça a l'air trop bien. Autre roman que j'ai guetté fébrilement, et sans succès, il faut bien le reconnaître, d'occasion, il s'agit de Tant que le café est encore chaud. C'est écrit par Toshikazu Kawaguchi, c'est publié aux éditions Albin Michel, et dans cette histoire on va suivre un petit café à Tokyo qui, d'après ce qu'on raconte en tout cas, offre à la fois des breuvages chauds, réconfortants, autour desquels il fait bon de se confier, mais surtout, si vous buvez un café, vous avez la possibilité de retourner dans le passé, mais il y a deux règles immuables, fondamentales, à savoir que vous ne pourrez rien modifier dans le passé, être là en simple spectateur et le revivre, mais ça n'aura aucune incidence sur votre vie présente. Mais ce voyage en arrière dans les limbes de ce qui fut, de ce qui est à jamais perdu, dure uniquement jusqu'à ce que votre café soit froid. À partir du moment où le breuvage est froid, c'est terminé, vous êtes là sur votre chaise et je crois qu'on va suivre simplement le destin croisé de 4 femmes qui traînent dans cet établissement. Et rien qu'en feuilletant quelques pages de ci, de là en librairie, je suis tombée sur des thématiques qui m'ont bouleversée au-delà des mots, donc je sens que ça va être une lecture forte qui m'appelle en cette fin d'année. Je ne suis qu'impatience et attente assez élevée pour ce roman, donc j'espère qu'il sera à la hauteur. Ça n'a aucune allure. Je suis censée finir ce book haul sur un roman qui m'a été envoyé par les éditions Fleurus, accompagné de ces lunettes en carton qui sont tout à fait à propos dans l'histoire mais que je n'assume pas du tout. Je pensais faire la chronique avec, mais non, vraiment je peux pas parce que je vais être prise d'un fou rire, ça va être terrible. Mais merci beaucoup Fleurus pour l'attention, ça m'a mise en joie et ma foi c'est déjà plus qu'il n'en faut. A few moments later. Bon, vous l'aurez vu, ça sert à rien, je viens de me taper la tête dedans, mais le roman que je suis si contente de vous présenter, il s'agit de Bienvenue à Perfect City, qui est le roman écrit par Elena Dugan et publié aux éditions Fleurus, qui raconte l'histoire de Violette, une petite fille qui n'est pas du tout ravie à l'idée de débarquer à Perfect City, mais ses parents ne lui ont pas tout à fait laissé voix au chapitre. Et la particularité de cette ville étrange, c'est que quand vous arrivez, chaque habitant se voit confier une paire de lunettes, d'où les lunettes en carton dans le service presse, que vous devez porter en permanence, obligatoirement, dans toute l'enceinte de la ville, quoi qu'il se passe. Et déjà, Violette ne trouve pas ça tout à fait normal et viennent s'ajouter à ses suspicions d'étranges bruits, puis la disparition de son père et l'arrivée dans sa vie de Kid, un orphelin, apparemment bien plus au fait qu'elle sur les dessous de cette ville d'apparence parfaite. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous donner envie de découvrir ce roman jeunesse? Moi sincèrement, il y a tous les ingrédients pour me faire passer un super moment. C'est un roman que j'avais en version originale depuis des années, mais quand j'ai vu que Fleurus allait le traduire, que je l'avais toujours pas lu, j'ai revendu la version originale. Et maintenant que j'ai la VF, j'ai plus aucune excuse pour ne pas me lancer.
et ça va être trop cool. Et voilà, le troisième book haul édition 2021 est maintenant terminé. J'espère franchement qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un beau moment devant, que vous aurez pourquoi pas repéré quelques titres qui auront su piquer votre curiosité. N'hésitez pas à me raconter ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez de beau, n'hésitez pas à me laisser votre dernier coup de cœur. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!